Bonsoir, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'Éco-Sud dans un contexte un petit peu particulier. Regardez, nous sommes toute la semaine à l'Open Sud de France et donc on a délocalisé toutes nos émissions, y compris celle-là qui concerne l'économie. On en a profité pour s'intéresser à l'économie du sport avec dans un instant le président d'LR7, cette structure mise en place par la région Languedoc-Roussillon pour accompagner les porteurs de projets et les différentes activités, les différents professionnels du sport. Et puis nous aurons également un focus sur la semaine du microcrédit. On aura également un coup de cœur avec Guy Cohen qui signe des bijoux à partir du trophée de l'Open Sud de France. On est dans le tennis plein pot avec Ophélie Eliès qui est avec nous. Bonjour, merci. Bonjour. D'avoir accepté notre invitation. Vous irez faire un tour voir un match après, peut-être. Et puis, vous êtes directrice de l'ADI, ici en Languedoc-Roussillon. Oui. Et puis, en face de vous, Sylviane Chavannes. Bonjour. Pour Passionnel Lingerie. Oui. Et Passionnel Lingerie, c'est une boutique de lingerie, on imagine. Oui. Vous êtes installé à Lunel. Et vous avez été aidé dans le cadre d'un projet, d'un dossier microcrédit. Oui. Et puis à vos côtés, alors la parité pour une fois, elle est respectée. On a quand même un garçon, on a Christian de Tranchant avec nous. Bonjour, cher Christian. Alors Christian de Tranchant, vous le connaissez pour l'avoir croisé sur vos écrans sur France 3, c'était il n'y a pas si longtemps, mais nous l'avons beaucoup au niveau du sport avec la présidence de la Ligue régionale du judo. Vous êtes également membre du comité régional olympique pour l'ensemble des sports olympiques. Et puis vous êtes président donc de LR7, Languedoc-Roussillon, sport, emploi, tourisme. Déjà, un mot, c'était la question en fait qu'on s'est posée, c'est est-ce que vous avez une idée du poids du sport, de l'économie du sport? On parle beaucoup du sport football, du sport tennis, les stars, il n'y en a pas beaucoup, du sport professionnel en général, on voit brasser beaucoup d'argent, mais on connaît moins le poids réel du sport dans l'économie et dans une économie comme celle de la région Languedoc-Roussillon par exemple. Est-ce que vous avez quelques indicateurs pour nous? J'ai des repères. Des indicateurs, je ne vais pas vous noyer avec des chiffres. Le poids du sport aujourd'hui, c'est plus que l'artisanat en région. C'est en nombre de licenciés sur une population de près de 3 millions, c'est plus de 600 000 licenciés qui pratiquent une activité sportive récurrente, qui militent au sein d'associations. Mais c'est aussi tout un secteur marchand qui fait vivre une économie, et notamment l'économie du tourisme, des activités de pleine nature, qui est porteuse dans notre région et qui est encore loin d'être à son potentiel et à son plus haut niveau, et qui est encore loin d'être structuré. Au niveau où ça pourrait l'être. Non, il y a un gisement, et puisqu'on va parler sûrement de ça, un gisement d'emploi potentiel, je pense très important si on arrive à se structurer. Sur la professionnalisation des acteurs. Aujourd'hui, le terme est fort. Le bénévolat, oui, mais aujourd'hui, on est surtout sur la professionnalisation de ceux qui œuvrent sur le terrain. Alors, professionnalisation, parce qu'effectivement, de plus en plus, ça requiert des gens professionnels pour encadrer les gens qui font du sport. Et peut-être encore plus quand c'est du sport saisonnier, quand ce sont les touristes qui débarquent pour se jeter à l'eau, pour faire du rafting, pour faire toutes ces activités de plein air qui parfois sont risquées également. Alors, il y a des obligations. L'État français donne des obligations. Il y a des diplômes pour tous ceux qui encadrent ces disciplines. Mais ce n'est pas tellement là où je veux aller. C'est la qualité qui est importante. Puisque vous me parliez de touriste, le touriste, il revient s'il a eu à côté de lui un bon éducateur, si la qualité du service qui lui a été proposé, elle est digne du prix qu'il a payé. Parce que là, c'est un secteur marchand. Vous parlez d'un secteur saisonnier. Et on retrouve aujourd'hui dans nos secteurs associatifs bon nombre d'associations qui vivent toute l'année avec des cours de canoë-kayak divers et variés dispensés à des jeunes et à des moins jeunes, mais qui, pendant les saisons, font une activité commerciale qui leur permet de financer leur association le reste de l'année. Les deux vont ensemble. Donc on n'oppose pas le secteur associatif et le secteur marchand. Au contraire, on le fusionne, on professionnalise le tout pour que les touristes, quand ils viennent et quand ils repartent, soient satisfaits et qu'il y ait un label de qualité, puisqu'on est sur Sud de France, le label de qualité avec des chartes bien précises. Et pour ça, c'est un accompagnement de tous les jours et de tous les instants pour qu'on soit au top.
Voilà, pour être au top. Et alors du coup, effectivement, il y avait des initiatives comme ça ponctuelles. Là, avec cette structure LR7, la région a décidé de fédérer toutes ces compétences pour offrir vraiment un guichet unique au fond. C'est ça l'idée. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un guichet unique d'accompagnement, comme vous allez sûrement en parler tout à l'heure, de porteurs de projets, qui sont surtout des porteurs de projets à travers les activités de pleine nature. Et je peux vous dire qu'il y a des projets innovants. C'est l'année dernière, sur 30 porteurs de projets, ça a été 18 créations d'emplois, en plus d'eux-mêmes, 18 créations d'emplois. Ça peut paraître un chiffre bénin, mais non, c'est du travail. C'est un accompagnement donc, pour les amener à porter leurs projets, mais c'est aussi, on les accompagne pendant les 3 années qui suivent pour qu'ils pérennisent et surtout pour qu'ils développent harmonieusement leurs projets et leur entreprise. Voilà. Alors, accompagnement de développement de projets, de création d'entreprises, accompagnement également de structures qui veulent recruter. C'est-à-dire que vous êtes un assistant, un supplétif de Pôle emploi, c'est ça ? Non, pas du tout. Je ne pense pas que ça soit comme ça. Non. Nous, on accompagne surtout des formations. On aide à la formation et on dispense des formations. Supplétif de Pôle emploi, non, je ne vois pas là où vous voulez m'amener. La supplétif de Pôle emploi, je cherche. Non, pas du tout. On entend beaucoup ça. On avait l'autre jour sur le plateau les gens d'AGEFOS qui se positionnent également entre les chercheurs d'emploi et Pôle emploi. Alors, pour amener pas pareil. des chercheurs d'emploi vers Pôle emploi pour qu'ils trouvent, etc. On se trouve confronté à de plus en plus de structures comme ça qui sont entre les chercheurs d'emploi et Pôle emploi au fond. Non. Le rôle des AGEFOS, c'est une OPCA qui collecte des fonds et qui, sur des plans de formation pluriannuels, vont accompagner le monde associatif sur des formations. Et ces formations seront prises en charge pour 80% par AGEFOS. Alors effectivement... Oui, mais ça, j'entends bien, mais ils ont aussi cette activité nouvelle, conventionnée, ils l'ont signée la semaine dernière avec Pôle emploi pour dire « Ah mais nous, on collecte des infos que Pôle emploi n'a pas, donc du coup, on aide les gens à s'orienter, se réorienter vers l'emploi. » Donc je me posais la question si chez vous, c'était la même chose. Non, on n'est pas grave. Non, on n'est pas. On n'est pas tout faire. Voilà, on n'est pas dans cette ligne-là. On est surtout. On est dans l'expertise, dans l'audit, dans le DLA. On essaye sur commande, bien entendu, parce que vous avez parlé de la région. C'est pas que la région. On travaille aussi en forte collaboration avec l'État. L'État nous commande des études, des audits, notamment sur l'Open Sud de France. Pas que des études économiques, des études pointues et précises. Et on est sur tout ça, on est aide à la décision, on est dans le diagnostic, dans l'expertise territoriale pour que nos décideurs puissent prendre les bonnes décisions, du moins on l'espère. Donc ça fait partie aussi de l'activité. Mais non, Pôle emploi, non, on n'est pas. Je cherche là, j'essaye de faire le lien, mais j'y arrive pas. C'est pas grave. Alors en tout cas, vous permettez à des gens de créer leur activité, de créer leur emploi, de créer leur entreprise. On les accompagne en tout cas pour pas qu'ils se cassent la figure et qu'ils soient le mieux accompagnés possible et qu'ils aient tous les atouts pour réussir avec des formations adaptées aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, des formations qu'on peut changer au dernier moment avec beaucoup d'intervenants et de consultants experts de bon niveau qui, je l'espère, leur donnent la foi et l'envie d'avoir envie. Est-ce que vous avez des relations avec l'ADI ? Moi non, mais la structure et la directrice de la structure, Cathy Berger, oui. Oui, puisque l'ADI, on va en parler, on va enchaîner directement. Vous avez parlé, Christian de Tranchant, d'activités, de petites entreprises, petites structures qui se créent. On est avec vous pleinement dans ce type de démarche-là. Déjà, on va rappeler ensemble, qu'est-ce que c'est que le microcrédit ? Donc le microcrédit, c'est un outil de financement pour des personnes qui ne peuvent pas emprunter à la banque et qui ont besoin de créer ou développer leur entreprise. Donc on est sur des montants qui sont de 10 000 € maximum, d'où le terme de microcrédit, et un accompagnement post-création pour justement accompagner à la gestion de l'entreprise, à l'autonomie, au développement de cette entreprise, et pour qu'ensuite ses revenus soient stables, voire se développent, mais en tout cas que la personne soit sortie de la précarité et pouvoir avoir son propre emploi. Alors, c'est la 10e semaine du microcrédit cette année. Vous fêtez également les 25 ans de l'ADI, cette association nationale. Ici, en Languedoc-Roussillon, la délégation de l'ADI existe depuis combien de temps ?
Oui, alors 2014, c'est une année très importante pour nous. En Languedoc-Roussillon, on est là depuis 2007. On a commencé à ouvrir une agence sur Montpellier et ensuite on s'est développé donc, dans le Gard, dans l'Aude et je l'espère prochainement dans les Pyrénées-Orientales. Alors vous avez présenté cette année une étude sur le besoin en microcrédit en France. C'est un besoin qui est en accroissement ? Oui, aujourd'hui, on sait que rien que pour le Languedoc-Roussillon, il y a la majorité des entreprises, je crois qu'on est proche des 100%, qui démarrent sans salariés. Donc on est vraiment sur des toutes petites structures. Et aujourd'hui, la pérennité d'une entreprise est parfois plus importante que la pérennité d'un emploi salarié. Donc c'est important, l'économie change, c'est important qu'on puisse être disponible et qu'on fasse connaître les différents outils pour que les personnes qui ont envie de travailler de manière indépendante puissent le faire. Est-ce que c'est un bon signe quand il y a un besoin de microcrédit dans un pays, dans une société ? Pas toujours. En tout cas, c'est un signe qu'il y a un taux de chômage très important, ce qui est le cas en ce moment. Et donc, effectivement, ça amène plus de personnes. Est-ce que pour autant, les dossiers sont de qualité ou sont de moins bonne qualité ? Voilà, les dossiers sont de très bonne qualité, d'année en année. On ne peut pas dire que c'est parce que c'est la crise que les gens se tournent vers le travail indépendant. Ça, je ne serais pas tout à fait d'accord. On a fait une étude d'impact l'année dernière qui a été diffusée en été. On a des taux de pérennité qui sont équivalents à toute entreprise confondue. Donc comme quoi, même si on n'emprunte pas à la banque, on y arrive. Et taux de sortie des minima sociaux qui sont très bons aussi. Taux d'insertion, c'est-à-dire je ne garde pas mon entreprise, mais je retrouve un emploi salarié grâce à cette expérience qui sont très bons. Donc comme quoi, on peut démarrer avec très peu de moyens financiers au départ, prendre le temps, y aller par étapes et créer une entreprise qui est pérenne par la suite, quoi. Quel type d'activité principalement? On va avoir l'expérience avec Sylviane Chaval d'un commerce. En général, c'est quoi les activités? On touche vraiment tout secteur d'activité. On peut avoir bien sûr des activités dans le commerce, mais dans le bâtiment, je pense à de la restauration ambulante, je pense à des gens dans le jardinage, les espaces verts, je pense à des gens qui font du multiservice, du service aux entreprises, architectes d'intérieur. Enfin, j'ai plein d'exemples différents. Il n'y a pas vraiment de projet type à l'ADI, et il n'y a pas non plus de profil type. Alors on sait, dans l'histoire du microcrédit, c'est quelque chose qui est né quelque part au Bangladesh, je crois. Avec, oui, exactement, avec Mohamed Younous. Oui. Mohamed Younous. Et l'histoire raconte que là-bas, c'est beaucoup des femmes qui ont bénéficié au départ de ces formules de microcrédit. Est-ce qu'on retrouve ce schéma en France ou pas? En France, il y a quand même moins de créatrices d'entreprises que d'hommes. On est quand même à peu près à 40% de femmes créatrices d'entreprises. Donc on n'est pas encore à la parité, mais ça augmente. Ça augmente. Alors justement, vous avez pris un bon exemple avec Sylviane Chaval. Merci d'être avec nous sur ce plateau. À vous de m'avoir invité. Passionnel lingerie, vous êtes installé à Lunel, c'est ça? Oui, enfin en périphérie de Lunel. Alors non, à Castries même, vous m'avez dit. Oui. C'est entre Montpellier et Lunel. Hein. Tout à fait. Vous m'avez embrouillé tout à l'heure avec Montpellier et Lunel. Bon, elle est à Castries. Passionnel lingerie, c'est une boutique de lingerie, c'est quoi? En fait, j'ai démarré toute seule, donc par des réunions à domicile, seule. Et puis petit à petit, j'ai ouvert un site seul, toujours seul. Et puis là maintenant, donc j'arrive à avoir des vendeuses dans plusieurs départements. Donc c'est déjà une belle petite entreprise, oui, en ayant démarré au départ avec ce système du microcrédit. C'était il y a combien de temps? En 2009. En 2009, donc il y a 4 ans. Et au départ, vous êtes toute seule, vous bénéficiez de combien? 10 000 euros à peu près? Ah non, 2 500 euros. 2 500 euros. Et aujourd'hui, combien d'emplois vous me dites? Là, je suppose, arriver à 6 personnes, normalement d'ici 3-4 mois. Oui, mais vous allez finir avec une multinationale, là, tel que c'est parti, là. On va y aller tout doucement. Alors, c'est quoi? C'est de la vente à domicile? Comment ça fonctionne? Il y a la vente à domicile, mais il y a également la boutique en ligne, en fait, donc, qui marche pas mal également. Et donc, moi, je fais également des réunions, enfin, voilà, quoi. Alors, comment vous avez eu l'idée, l'information d'avoir recours comme ça à des microcrédits? La CCI qui m'a beaucoup aidée et qui donc m'a dirigée vers l'ADI parce que toutes les autres structures, c'était beaucoup trop compliqué. Et là, j'ai trouvé la réponse à mes besoins, simplicité, rapidité et implication.
Voilà, et derrière, le dossier a été monté Très rapidement. Ce sont ces 2500 € là vraiment qui ont été déterminants pour vous? Oui, parce que bon, il fallait acheter des collections donc, et puis un peu de stock pour démarrer. Donc ça a été déterminant, oui, tout à fait. C'est représentatif, Ophélie Elias, la démarche et le travail Oui, parce que Madame Chavannes a démarré toute seule pour plein de choses. Elle a créé son site internet toute seule, elle a commencé ses démarches toute seule. Donc ça représente bien les personnes qui travaillent avec nous. Ils sont très débrouillards, donc ils farfouillent, ils se créent leur réseau. Et ils n'ont pas besoin de beaucoup pour mettre la première pierre à l'entreprise. C'est toujours comme ça qu'on démarre, on teste, on voit ce que ça donne, et puis on se développe petit à petit. Et ça, c'est important, il faut prendre le temps. Il faut accepter de prendre le temps aujourd'hui pour éviter de trop s'endetter au départ, de ne pas prendre trop de risques non plus. Et la moyenne de financement, elle a dit, elle est de 3 500 €, donc on est à peu près dans ce que Sylviane a dit. Vous veniez de quel horizon quand vous vous êtes lancé dans cette aventure? Le milieu bancaire. Donc 27 années dans un grand groupe bancaire et j'ai décidé de tout changer. Ah, vous n'êtes pas passé par la case RSA, chômage, etc. Vous avez décidé de changer de vie. Oui, j'étais demandeur d'emploi, mais j'ai décidé avec ce projet dans la tête. Oui. Et donc vous l'avez mené à bien. La prochaine étape, c'est quoi? On va se développer encore plus. Est-ce qu'une entreprise qui se développe comme ça, au bout de quelques années, peut revenir vers vous si elle a un besoin de crédit de 5 000 €, moins de 10 000 € j'ai compris? Oui, alors on est toujours bloqué sur ces montants-là. L'idée, c'est bien d'être la première étape pour qu'au bout d'un moment, la banque suive nos porteurs de projets. Donc de nous pouvoir débloquer, montrer qu'un échéancier se passe bien, montrer que des revenus sont générés et que petit à petit, on peut passer sur un crédit bancaire. Mais les personnes peuvent revenir, puisqu'on peut intervenir sur du développement d'entreprise. On est limité aux 5 premières années d'activité, sachant qu'on se donne des exceptions quand les personnes sont déjà passées par nous dès le départ, en fait. Mais bon, c'est pas possible en permanence, quoi. Alors, on redonne les dates là jusqu'à la fin de la semaine du microcrédit, avec un stand sur la Comédie à Montpellier. Ce sera ce vendredi. Et puis des portes ouvertes dans les agences BNP Paribas, c'est ça? C'est un de vos banquiers partenaires? Oui, voilà, la BNP Paribas est un banquier partenaire et qui a également fait une exposition photo co-organisée avec l'ADI, qui est exposée en ce moment dans une agence BNP de Montpellier-Maglone. Alors, on va aller rencontrer d'autres acteurs économiques qui sont peut-être passés par le microcrédit. J'ai pas vérifié, à l'occasion du grand concours Talent Gourmand organisé par le Crédit Agricole du Languedoc, avec des restaurateurs. Il y avait 3 catégories primées, des restaurateurs, des artisans et des industriels, mais je vous rassure, ce sont des petits industriels. Dans ce reportage, on écoute Véronique Flacher, c'est la directrice du Languedoc, du Crédit Agricole du Languedoc. Et puis on a également les 2 fondateurs de Cocolo Zaza, ce sont leurs petits surnoms, Isabelle et Franck Eugène. Cocolo Zaza, ce sont des biscuits excellents. Notre objectif numéro 1, et comme toujours, c'est de soutenir les territoires et les régions dans lesquelles nous travaillons, et puis de soutenir bien sûr la filière agricole, agroalimentaire et l'ensemble des artisans et des restaurateurs qui travaillent les belles matières que l'on produit dans notre pays pour le grand bonheur de nos concitoyens finalement. Je suis vraiment très heureuse. Nous avons eu 78 inscrits dans la région du Languedoc et c'est la région dans laquelle il y a eu le plus d'inscrits. Donc je pense effectivement qu'il y a des talents, vraiment beaucoup de talents dans le Languedoc, des personnes que nous allons probablement aider à émerger encore plus parce qu'on retrouve de jeunes talents également et ça aussi, ça me fait particulièrement plaisir. Aujourd'hui, c'est un deuxième rêve d'enfant en fait, qui se réalise puisque enfant, j'ai toujours aimé 2 choses, l'art et la cuisine. Donc l'art, ça a été une première partie de ma vie. Donc. Et puis voilà, maintenant c'est la cuisine qui a pris le dessus. Et en créant cette biscuiterie il y a 4 ans et en étant là aujourd'hui auprès de grands chefs que je suis très contente de rencontrer ce jour. Pour nous, c'est important vraiment de créer des biscuits pour tout le monde. Alors quand je dis pour tout le monde, c'est qu'il va y avoir du sablé au beurre et aux œufs frais traditionnels. Mais on fait aussi beaucoup de biscuits à la farine de riz complète de Camargue. On insiste bien sur Camargue, puisqu'on attache vraiment une attention particulière à nos matières premières. On essaie vraiment d'avoir des matières premières locales. Nous, notre maître mot, c'est la gourmandise. Donc forcément, vous savez que chez nous, vous trouverez votre bonheur.
Voilà, Kokolo Zaza, je vous recommande. Ce sont de fins gourmets et des grands professionnels. On va revenir ici. On est revenu ici à l'Open Sud de France. On va aller sur un des stands de cet espace VIP avec un certain Guy Cohen. C'est un joaillier installé à Montpellier et il a eu l'idée de créer une ligne de bijoux à partir de ce trophée que vous voyez quelque part derrière moi. Voilà. Donc c'est le trophée, c'est ce que va gagner dimanche. Alors il repart avec un petit après, hein, le vainqueur du tournoi. Et donc là, c'est celui qu'il brandira, voilà, comme le saladier de la Coupe Davis, pour rester dans le tennis. Vous avez un autre exemple, non? Le bouclier de Brennus, mais ça c'est le rugby, Coupe du Monde de foot, voilà. Bon, bref. Le challenge Jules Rimet. Non, le challenge Jules Rimet, il a été offert, ça y est, au Brésil en 70. Maintenant, depuis, voilà. En plus, mais c'est pas grave, tu n'as pas parlé dans le micro, donc on n'a pas entendu. Ouais, j'avais posé les armes. Et donc, Guy Cohen nous a montré son travail tout à l'heure. Donc, cette ligne avec ce travail derrière, c'est celui de Xavier Longueiras, voilà, le créateur de ce trophée. La ligne de bijoux déclinée à partir de cette création, c'est tout de suite ce reportage de Sophie Carloni. Ben d'abord, un hommage très particulier à mon papa qui est mon maître, parce que c'est depuis 4 générations que l'on fait ce métier. Donc jamais j'aurais pu faire des bijoux si il ne m'avait pas enseigné et pris en main. Voilà, d'une part. D'autre part, pourquoi c'est né cette collection? Bien sûr parce que je suis ami avec Xavier Longueiras, qui est un artiste qui est connu, reconnu, qui travaille à Los Angeles, qui travaille en France, qui travaille en Espagne, à Barcelone. Sans lui, j'aurais pas eu cette idée. Et sans aussi la fréquentation depuis des années des tournois internationaux avec mon fils Nathan. Pas Gaël, hein, Nathan. Qui lui fait des compétitions. Donc, quand j'ai vu le trophée, c'était une évidence pour moi de faire des bijoux. Et à la fois que les gens sont tellement passionnés qu'il faut qu'ils emportent un petit bout de ce trophée, de cette mosaïque. Donc, tous les bijoux ont été réalisés. Toutes ces petites tesselles de mosaïque qui sont faites de pâte de verre et qui enferment une feuille d'or 24 carats dans leur entité. Et ces tesselles viennent de la maison Orsoni à Venise, qui est le fournisseur du Vatican, de toutes les institutions religieuses qui utilisent les vitraux, qui utilisent les mosaïques. Et je les reçois donc moi brut, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et je les réajuste au besoin avec ce petit disque de diamant pour qu'elles puissent pénétrer avec facilité. On a fait 2 lignes, une ligne en argent massif qui s'appelle la précieuse, et on a fait une deuxième ligne qui est là en étain doré. Donc la dorure est une dorure d'or fin 24 carats. Et cette collection s'appelle Haute Couture. Voilà, vous avez compris, on a plein de propositions à vous faire sur TV Sud, Eco Sud. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus jusqu'à nous. Bon tournoi, régalez-vous. Et puis, je sais que vous allez continuer d'échanger, là même après l'émission. Très bonne soirée à vous tous sur TV Sud. Restez avec nous, on n'a pas fini d'être ici à l'Open.